Bonjour et bonsoir, amis auditeurs de Money Radio. Bienvenue à ce 24e numéro de Challenge Parlons-en avec Monsieur Sir Coulibaly. Voilà, honorable Sir Coulibaly, qui est cadre mon politique GPS et qui est aussi un analyste politique. Donc ce soir, il fait une analyse panoramique de l'actualité politique africaine d'un point de vue socio-libéral. Voilà, j'insiste vraiment sur ce thème socio-libéral. Donc vraiment, participons tous à cette causerie-là et d'abord écoutons-le. Donc nous sommes bien entendu aujourd'hui, samedi 23 septembre 2023. Voilà, je suis Charlotte Mossou. Donc, voilà, c'est parti. Bonsoir, monsieur Sier, comment allez-vous? Bonsoir, amis auditeurs de la radio d'engagement, de la radio d'affirmation de soi. Nous sommes bel et bien présents pour ce débat. Okay. Merci bien, monsieur Sier. Voilà, monsieur Sier, voilà comment va se dérouler l'émission, hein, étant donné que vous avez le thème pendant un bon moment. Vous allez un peu vous exposer sur le thème. Voilà, vous allez nous dire dans un premier temps vous-même quelle analyse vous faites dans un premier temps. Donc, vous allez faire un petit exposé. Et au sortir de votre exposé, nous allons commencer à construire l'émission pour ne pas qu'on aille dans tous les sens, en fait. Donc, ça peut aller, monsieur Sier? Oui, sans problème. Allez-y, vous avez le micro. Bonsoir, monsieur Sier. Bonsoir. Il serait très tôt, je dirais, aujourd'hui de faire une analyse totalement panoramique de la situation sociopolitique, économique, je dirais même culturelle, pourquoi pas sportive de l'Afrique. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde planétaire. Évidemment, un événement qui se déroule à Tassiré peut être vu mieux aux États-Unis que effectivement même à Abidjan. Pour dire que en ce 21e siècle, je dirais, on a besoin d'États souverains africains et revoir le processus de néocolonisation, je dirais, de colonisation et encourager les États africains à s'autodéterminer. Évidemment, vous convenez avec moi que tous les pays africains ont l'ambition d'un retour fort d'un capital humain qui permettra à l'Afrique de se prendre en charge. À ce niveau, force est de reconnaître que nous sommes dans un monde en pleine recomposition économique, politique, voire sociale. Et dans ce monde, mon pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas en reste. Vous suivez mon regard, il y a certainement à ce niveau deux générations qui croisent les faits et cela ressemble bien à ce qu'on voit au niveau de l'Afrique. Et je crois que le 18e sommet aujourd'hui des Nations Unies vient à propos. Et par rapport au thème que nous traitons, nous assistons à deux pôles africains à travers des discours dont l'un est certainement représentatif de la Côte d'Ivoire à travers le discours que nous avons suivi du vice-président de la République et l'autre représentatif de leur pays, mais d'une Afrique que d'aucuns qualifient de panafricanisme, alors qu'en réalité nous sommes tous des panafricains avec deux visions différentes. Et pourtant, je le disais à quelqu'un, j'ai comme eu l'impression de voir une thèse et une antithèse à travers ces discours, alors qu'il faut aller à une synthèse qui rassemble les deux forces afin que l'Afrique, dont certains ont dit nous sommes fatigués, vous suivez mon regard, le temps du réveil de la génération africaine nouvelle a-t-il sonné? Faut-il brûler les générations antérieures? Nous disons que nous devons aller au juste milieu et certainement c'est à ce niveau que l'Afrique pourra trouver sa voie. Cette voie, elle doit être propre à elle-même. Loin du nationalisme, chauvinisme exacerbé, loin du panafricanisme, chauvinisme exacerbé, mais il faut, comme le dit mon leader, le président Guillaume Tibapori Soro, il faut que nous-mêmes, avec nos atouts culturels, économiques, certainement un des continents encore le plus riche, vu évidemment l'immensité de ses richesses, de son sous-sol, il nous faut retrouver notre voie. Dénoncer, oui, mais nous devons le dénoncer en tenant compte des conséquences aujourd'hui qui pullulent partout en Afrique, qui sont les coups d'État. Que faire? Je pense qu'il faut sortir de l'apologie des procès, des coups d'État d'une Afrique à géométrie différente, variable, je dirais. Une politique africaine qui, je pense aujourd'hui, quand on l'a expliqué, c'est que vous l'avez mal comprise. C'est pour cela que je pourrais m'arrêter là pour dire que, visiblement, le 18e sommet plante le décor, je vais dire, de l'Assemblée générale des Nations Unies à travers le discours du Togo que je peux citer, celui de la Guinée que je peux citer est pratiquement opposé à celui de la Côte d'Ivoire. Mais en fait, quand vous faites des analyses froides, vous constatez que les trois discours revendiquent la même chose.
une Afrique qui se prend en charge. Voilà un peu l'introduction que je voudrais faire. Sans entrer, à mon avis, je pense que l'Afrique n'en a même pas besoin dans les grandes théories du socialisme, du libéralisme ou autres. Nous voulons des hommes politiques, des leaders de développement engagés, en prise directe sur le vécu quotidien. L'Afrique aujourd'hui, c'est la vie chère. L'Afrique aujourd'hui, c'est le cri de cœur dans la Méditerranée. L'Afrique aujourd'hui, c'est la quête, à mon avis, d'un leadership politique, d'une démocratie souvent mal conjuguée, mal comprise. L'Afrique aujourd'hui, c'est le désespoir à travers des coups d'État pour régler des situations. Il nous faut, à mon avis, éviter les campagnes propagandistes sur des individus et il nous faut faire la campagne contre des systèmes. Et je crois que ces systèmes, ils sont certainement non seulement en Afrique, mais c'est aussi cet ordre mondial qui a tendance à vouloir chosifier le continent africain, qui cherche délibérément qu'on soit modéré ou qu'on soit panafricaniste, qui cherche modérément à se libérer. J'en ai fini pour l'introduction. Nous pourrons continuer pour dire que aujourd'hui, à mon avis, sur le continent africain, le temps est celui du réveil et de la jeune génération. Les peuples africains, me semble-t-il, sont frustrés, ils se sentent bafoués, spoliés. Il faut porter évidemment nos propres habits pour un combat propre à nous. Évidemment, la lutte pour libérer l'Afrique en traçant sa propre trajectoire a un prix. Et ce prix, évidemment, c'est la quête, non seulement, à mon avis, une quête des valeurs, d'abord en synergie avec notre propre justice et la justice internationale. Et dans la dynamique de cette évolution et de ce renouveau du monde et même de l'Afrique, nous voulons être vis-à-vis de l'Occident, sans parti pris, des partenaires et non des sujets. Et nous voulons aussi servir le peuple et non les intérêts d'hommes politiques égoïstes en interne et non des intérêts d'étrangers, comme semble dire certains panafricanismes. Mais nous disons que, fort conscients que nous vivons tous aujourd'hui dans un monde planétaire, tous les pays du monde doivent être au même pied de dignité. C'est-à-dire, quand en Chine, souvent c'est l'exemple, on reçoit n'importe quel chef d'État, il est reçu avec tous les honneurs. Mais de plus en plus, les Africains pensent que ce n'est pas le même accueil quand on se retrouve en France. Mais la conscience collective africaine, dans ses relations France-Afrique, pense qu'il faut des accords gagnant-gagnant. Il faut donner une possibilité de détente en évitant le diktat occidental et en évitant que des jugements de valeur soient portés sur nos autorités, sur notre Afrique et sur nos démarches. Développer des entreprises industrielles, pour moi, paraît être l'une des solutions, c'est-à-dire mettre fin au transfert brut de nos ressources humaines, agricoles ou minières, afin de sortir aussi des conflits monstrueux. J'entends par conflits monstrueux ce que le monde aujourd'hui nous développe, c'est-à-dire la guerre d'Ukraine, qui est pour nous aujourd'hui un élément qu'utilise toute l'Afrique pour parler de la vie chère. Mais cela requiert que dans le monde, et singulièrement en Afrique, que nous puissions unir nos forces pour combattre le grand banditisme, notamment le terrorisme. Vous convenez avec moi que quand on fait le tour, on se rend compte que, comme je l'ai dit, en m'inspirant de l'actualité récente, que le 70e sommet traduit le bégaiement d'une Afrique à la quête de son propre chemin face à un Occident qui veut continuer de la chosifier et de la spolier. S'ils ont raison en parlant de tous ces intervenants africains, il faut reconnaître aussi que quelque part ils ont tort, parce que tous, sinon pourquoi ne pas aller ensemble? Pour moi, c'est une question existentielle, à l'essentiel face aux grandes puissances qui n'ont que des yeux pour leurs intérêts. Si le temps, à mon avis, ressemble bien à des égards à celui du réveil de la jeune génération africaine, il n'en demeure pas moins de ne pas brûler l'ordre ancien, car seul, ensemble, l'Afrique sera suffisamment forte. Évidemment, l'impérialisme que réclament certains contre la spoliation, le néocolonialisme dont réclament certains, afin de se prendre en charge. Et que dire? Engager davantage les efforts pour atteindre les objectifs, comme l'a dit la Côte d'Ivoire du millénaire. Il faut une nouvelle Afrique, un agenda évidemment pour la paix. C'est pour cela que nous restons convaincus que seule la négociation peut régler le cas du Niger, parce que le Gatria, comme on le dit, il est profondément africain. Et nous nous félicitons donc à la fois des discours panafricanisme, populistes, mais en même temps, nous réclamons des discours pondérés en prise directe sur la vie
socio-économique de nos nations, de nos pays en Afrique, voire du monde. Parce que après les émotions de ces discours populistes, panafricanistes, la réalité, elle est là. L'Afrique doit se développer. L'Afrique crie la faim. L'Afrique crie la vie chère. L'Afrique crie les questions d'industrialisation. L'Afrique crie sa prise en charge totale par les Africains eux-mêmes. Et si ce discours de thèse antithèse, comme je l'ai dit dans l'introduction, devait nous permettre de dégager une synthèse, c'est-à-dire l'Afrique des peuples peut mieux vivre avec les deux ordres qui, malheureusement, à la face du monde, s'affrontent à travers des discours interposés pendant que nous avons l'Union africaine. Il nous faut aller donc à l'Union africaine des peuples afin que l'Afrique ait une seule voix. C'est pour cela que je reste perplexe de la voix désormais, semble-t-il, que nous avons au niveau du G20. Il nous faut aller plus loin. Et voici en quelque sorte ce que je retiens, et je voudrais dire au-delà de tout que la vision à ce niveau de mon patron, son excellent Guillaume Tigbafori Soro, elle est claire, elle est nette, c'est que les Africains doivent par eux-mêmes trouver leur voie sans être des pro-russes, sans être des pro-occidentaux. Pour moi, c'est essentiel et c'est existentiel pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Wow. Merci beaucoup, Monsieur Coulibaly. Vraiment, merci pour cet exposé-là, qui est, ma foi, très précis, concis, mais qui en même temps aussi relève beaucoup de points d'interrogation. Parce que j'ai senti dans votre exposé que vous êtes en train de dire que l'Afrique ne lutte pas d'une même voix. Et ça, c'est quelque chose. C'est comme s'il y a ce que les États, les présidents disent, et il y a ce mouvement de panafricains là, qui sont en tout cas très présents sur les réseaux sociaux et qui, mine de rien, aujourd'hui, ont leur place dans cette lutte-là. Est-ce que vous pensez que cette divergence entre les fils africains eux-mêmes est un problème? Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est un handicap pour cette nouvelle émergence-là en Afrique? Oui, je crois que il faut faire face à la réalité. L'Afrique doit parler d'une seule voix. Et c'est pour cela que dans mon exposé, nous sommes éclairés quand on est assis aux Nations Unies et qu'on voit les discours de l'Afrique, alors qu'en réalité, les discours des Occidentaux, écoutez bien, c'est un discours unique. Comment être toujours puissant? Comment dominer le reste du monde, y compris l'Afrique? Et pendant que nous faisons des sorties, c'est vrai, c'est de notre heure, c'est de notre âge, mais nous avons l'expérience des autres. Et cette divergence, je peux vous l'assurer, est un véritable problème à l'éclosion d'une nouvelle classe dont parlent les divers camps. C'est pour cela que je disais qu'il faut inéluctablement que l'Union africaine soit l'Union africaine des peuples. Il faut inéluctablement que la CEDEAO ou les organisations de l'Afrique centrale soient des organisations des peuples. Et je crois qu'il y a une insuffisance de compréhension de la voix du peuple. Et c'est cette insuffisance de compréhension de la voix du peuple qui est relayée certainement en partie avec souvent beaucoup d'émotions par les panafricanismes. C'est à juste titre. Il ne faut pas aussi rejeter, à mon avis, du revers de la main ce combat. Même si généralement ils ne sont pas les décideurs, mais je crois qu'ils orientent, ils inspirent et ils amènent les décideurs à aller à l'essentiel, la voix des sans-voix. Donc il nous faut absolument conjuguer les deux efforts. Sinon, ce sera vain en face de l'orgue, je dis bien mondial, que nous avons en face, qui ne nous fera pas de cadeau. Ok. Donc dans ce cas, est-ce que vous ne pensez pas que le problème aussi peut venir peut-être de ces Occidentaux-là? C'est très facile pour eux de parler d'une même voix, alors qu'ils sont les mêmes qui sont entre les peuples et les dirigeants en Afrique. Que dites-vous de ça? Non, moi je plaide pour l'Afrique, que l'Afrique parle d'une même voix, qu'elle soit l'Afrique des intellectuels, des universitaires. Et là, je pense qu'on ne les attend pas trop. Évidemment, j'ai un regard au procès Franklin, au procès Samba Diakité, et puis je vois même qu'à la tribune des Nations Unies, c'est un professeur qui parle au nom du Togo. Il faut mener le débat. Seul le débat va nous permettre de reconstruire le monde de demain et l'Afrique de demain dont nous rêvons tous. Cependant, comme je l'ai dit, personnellement, je n'attends rien d'extraordinaire de l'Occident. Qu'il soit l'Occident OTAN, l'Occident russe. Personnellement, je n'attends rien. Moi, je crois aux capacités des Africains. Parce que nous sommes allés à la même école avec tous ces Blancs, mais ils n'ont pas été les meilleurs que nous. Nous avons une richesse incommensurable que Dieu nous donne sur des terres. Aujourd'hui, vous jetez du maïs, du manioc, n'importe où en Afrique, avec la pluie, ça pousse. Je vais dire sans parler des ressources
que si nous sommes unis, comme le dit l'artiste chanteur, on va faire mal. Et je crois que c'est cette union que refuse évidemment l'Occident. Et c'est vrai, à juste titre, pour leurs intérêts, ils vont nous manipuler nous-mêmes afin que nous soyons en porte-à-faux avec notre propre conscience. Sinon, je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui un leader africain qui ne pense pas l'Afrique. D'accord. Monsieur Sié, au même moment, vous n'avez pas affaire aux Occidentaux ni aux Russes, mais au même moment, vous vous rendez compte que ils ont quand même, ils sont un peu quand même la main cachée derrière cette divergence qu'on a au niveau de l'Afrique, non? Oui, mais la divergence n'est pas source de pauvreté. La divergence, à mon avis, comme quand tu fais un sujet, on dit thèse, synthèse, et thèse, antithèse, synthèse. La divergence, c'est les points de vue. Il faut qu'on aille au-delà de cette divergence, à mon avis, afin que nous puissions nous donner les moyens de nous autosuffire au niveau économique, notamment sur les grandes questions de développement. Et vous voyez déjà, Dieu a nanti l'Afrique de divergences ethniques, de divergences culturelles et d'une richesse incommensurable. Donc, les divergences elles-mêmes sont naturelles, mais c'est notre capacité à les mettre en œuvre. Aujourd'hui, à tort ou à raison, vous citez le pays de Paul Kagame comme étant une référence. Et pourtant, ce pays sort d'une des crises les plus meurtrières avec la complicité, j'en suis sûr, occidentale. Mais aujourd'hui, les dirigeants, on peut se plaindre, comme on le dit, du mode démocratique qu'on veut nous imposer, mais on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que ce pays est considérablement développé et ça veut dire qu'il n'est pas impossible que l'Afrique fasse comme le pays de Paul Kagame. Je préfère le citer parce que je pense qu'il a donné à ce niveau, sur les questions de développement, un exemple et que l'Afrique peut par elle-même, de façon intelligente, parce qu'aujourd'hui, nous avons partout dans le monde toutes les ressources humaines. Alors que la première valeur pour développer un continent, un pays, c'est d'abord la ressource humaine sur laquelle il faut compter. Si nous sommes d'accord, je crois que l'Occident dont nous parlons va reculer et sera obligé d'avoir des contrats de gagnant-gagnant avec nous, sera obligé de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas comme aujourd'hui dans le cas de la CEDEAO, dans deux blocs, visiblement, quand il s'agit de régler les questions de la CEDEAO. Allez-y, M. Niali. Voilà, je pense que son exposé est vraiment succinct et très soutenu par rapport à ce qu'il a dit. Et l'élément que je retiens dans tout ce qu'il a dit, par rapport au discours, ce que nous assistons au 116e sommet de l'ONU, c'est pratiquement le même discours. Il a aussi, vrai, mais ce discours n'a pas changé. Reprenez ce discours en arrière. Les mêmes discours, on sent la chose, comment on l'appelle, l'émancipation de ces dirigeants-là à bousculer les Européens, en fait, les grandes élites, là, à changer les donnes au niveau des choses des Nations Unies. Le problème n'est pas là. Ce n'est pas arrivé aux Nations Unies où il faut tenir ce genre de discours. Mais au sein de l'Afrique même, on a deux blocs. Et lorsqu'il n'y a pas d'unité là, et c'est très important, mais il y a un combat à faire entre nous en Afrique d'abord. L'Afrique du Nord, en comptant, quand je parle de l'Afrique du Nord, je prends les Maghreb, c'est-à-dire que le Maroc, Tunisie, tout cela, ils ne sont pas encore véritablement intégrés dans l'Afrique en tant que tel. Parce que quand tu vois dans les discours, dans les démarches, dans les idéologies, ils se séparent carrément de l'Afrique. Et ça, c'est un combat qu'il faut mener. Lorsqu'on aura cette unité entre nous Africains, c'est-à-dire que le Marocain, le Tunisien, l'Algérien, c'est ça africain, et l'Africain aussi, c'est ça africain, ce bloc qu'on cherche là, aura l'effet. Mais quand on n'a pas véritablement fait ce combat interne pour qu'on puisse avancer pour voir cette unité-là, ce serait très difficile de briser cette scène de néo-colonialistes là qui veut absolument nous dominer. Parce qu'ils savent qu'ils connaissent la valeur de l'Afrique dans ce sens-là. Et l'Afrique, c'est le monde de demain. Ils le savent. Mais comment arriver à cela? D'abord, au sein de l'Afrique, au niveau des nations, au sein de l'Afrique, qu'on arrive à cette unité-là, qui est très bien. Et comme tu le dis, c'est assez bien. Si on n'a pas eu cette unité-là, entre nous Africains, c'est très difficile. Parce qu'on est dans les micro-États, on se prend grand, on se pense qu'on est costaud, on est grand, un président. Mais ça ne suffit pas. Vous ne pesez pas un poids par rapport aux grands dirigeants là, du monde entier. Vous ne pesez pas quelque chose. C'est pour ça que quelquefois, certains discours du président Laurent Gbagbo nous rappellent cela. Parce qu'il a parlé de cela, l'unité. Et lorsqu'il a pris la Matfazo, il est allé, la semaine de ses discours, il est allé en Chine. Bon, il a reçu tous les honneurs et tout, il se connaît plus grand. Mais c'est vraiment que, bon, devant la Chine, il n'y a plus rien. Et c'est cette réalité. Mais si, effectivement, on transforme cette Afrique-là, une Afrique unique où on copie un peu, pas généralement en tant que copier, on copie un peu l'unité américaine. On
peut vraiment ramasser les dons. Mais tant que cette unité n'est pas mise ensemble, d'abord, faire ce travail à l'interne, pourquoi on s'est dit conciliation mais entre nous Africains, du Maghreb comme du Sud, tant qu'on n'a pas pu cela, là, c'est très, très difficile de mener ce combat-là. Et peut-être on n'a pas la chance de voir cette Afrique éclore, peut-être certaines autres générations qui vont le voir, mais c'est un combat à mener et il est long. Voilà ce que je voulais dire. Mais le discours, comme je le dis, pour me résumer, le discours des Africains aux Nations Unies n'a jamais changé. Prenez 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, c'est le même discours. On sent l'émancipation de ces chefs d'État là. Mais en fait, quand ils sortent des grands sommets comme ça, ils n'appliquent même pas la moitié de cela. Et c'est ça le problème. Et ça, tant qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, je pense qu'au plan de l'unité, on n'ira pas nulle part. Voilà ce que je voulais dire en résumé. Merci, M. Niali. Donc, je pense que M. Niali a ouvert le débat. Hein. Allez-y, les amis. Qui veut prendre la parole? Oui, M. Koulibaly Moussa, c'est ça? Oui, c'est M. Koulibaly Moussa. L'audition de plaisantier. Vous savez, comme j'aime l'habitude de le dire, on est à une période difficile de l'Afrique. Il y a cette nouvelle génération montante née après 70, après les années 60, qui a une autre vision, et il y a l'ancienne génération, des gens qui sont nés dans l'indépendance. Donc nous qui sommes nés après les années 60, on a une vision très panafricaniste. On ne pourra pas accepter que l'Afrique ait presque 60 ans d'existence jusqu'à aujourd'hui. C'est à quoi c'est marque dans le développement mondial. Donc la situation actuelle, j'ai bien suivi tout à l'heure M. Niali qui parle des pays arabes. Mais qu'on le veuille ou pas, l'Occident aujourd'hui a plus de respect pour les pays arabes que les pays africains. Surtout les pays subsahariens, nous, en Afrique de l'Ouest. Et la situation qui s'est passée au niveau des Nations Unies actuellement, c'est deux blocs qui se croisent en Afrique. Et ces deux blocs, quand tu regardes bien, c'est des jeunes montants de ces pays africains-là qui s'opposent à l'ancienne Afrique, à l'ancienne vision de l'Afrique, de la France ou de l'Occident par rapport à l'Afrique. Donc ici, aujourd'hui, on est dans une situation un peu complexe. On a une période de choses, mais je pense que il est forcément intéressant que les intellectuels africains, surtout les professeurs, les différents professeurs, essayent de mener des réflexions très avancées pour aider nos différents politiques, surtout nos dirigeants, à avoir une vision acceptable par rapport à la jeunesse panafricaniste qui cherche à s'émanciper. Qu'on le veuille ou pas, le développement aujourd'hui est devenu mondial. La connaissance est mondialisée. Qu'on le veuille ou pas, la connaissance est mondialisée et les jeunes africains qui naissent aujourd'hui suivent un peu comment les autres pays se développent, surtout l'Occident. Et comment se fait-il que nous, jusque-là, on est encore à la traînée, on est encore en train de chercher nos marques en Afrique. Et c'est un peu la difficulté qu'on a. Et bien évidemment, si les dirigeants africains ne cherchent pas maintenant à aller dans le sens de cette génération, vous verrez qu'on sera toujours en train de tomber dans des crises qui en a point fini. Et moi, quand je suis un peu, je lis un peu la situation ce que le président vient de dire. Et effectivement, c'est l'analyse globale de la jeunesse africaine, surtout de nos générations. Une Afrique qui cherche sa propre lecture de la vie politique mondiale. Pas une Afrique de civisme, ou bien une Afrique attachée à la Russie, ou une Afrique attachée à l'Occident. Il faut que nous-mêmes, on ait une autre conduite normale. Qu'est-ce qu'on veut de l'Afrique de demain? Qu'est-ce que vous voulez que l'Afrique soit demain? Quelle Afrique vous voulez qu'on laisse à la jeunesse de demain? Ce sont des différentes hypothèses qu'il faut essayer de voir et chercher à avoir notre propre marque, notre propre voie de développement. D'accord. Merci bien, Monsieur Moussa. Voilà, on va retourner vers notre invité. Monsieur Sie, vous avez eu l'interaction de deux de nos auditeurs, Monsieur Niali et Monsieur Koulibaly Moussa. Monsieur Traoré Souleymane et Dédia se préparent. Voilà, quand l'invité aura fini, voilà, vous pourriez prendre la parole. Okay. Allez-y, Monsieur Sie. Je voudrais remercier le frère Niali et le frère Koulibaly. Je pense que c'est des additifs et ils ont effectivement peint la bonne lecture de mon exposé. Et je voudrais dire que effectivement, deux blocs s'affrontent. Ce sera même l'objet d'un des vendredis citoyens très bientôt. Il nous faut mener le débat. Et les philosophes nous disent, je parle sous le regard des maîtres Franklin et Samba Diaté, les philosophes nous disent qu'au départ de toute réflexion, il y a le doute. Le doute, aujourd'hui, c'est l'impression qu'on pourrait avoir quand on écoute les leaders panafricanistes, quand on écoute les jeunes leaders africains face à la pondération de l'ordre ancien. Et je crois que j'ai dit même à quelqu'un, si les jeunes leaders ne réagissent pas, ils ne feront pas avancer l'ordre ancien. Parce que l'ordre ancien a besoin de ces réactions panafricanistes, souvent aussi pour dire non à l'Occident, vous exagérez. Même si on dit rien, voilà, vous exagérez. Il faut qu'on écoute, c'est ce que j'ai dit, la voix du peuple. Le peuple aujourd'hui en Afrique, c'est 70% de la jeunesse. Donc ceux qui parlent, qu'on qualifie de panafricanisme, moi je n'aime pas rentrer dans ces termes, mais je dis, ces Africains qui parlent, ils ont un discours, et il faut bien que le monde entier,
que l'Afrique et ses dirigeants prennent en compte ce discours et ne pas le balayer du revers de la main. Parce que c'est en le balayant du revers de la main, on se retrouve souvent à des situations qu'on ne comprend pas, comme c'est le cas du Niger, comme c'est le cas du Gabon, pour ne citer que ces pays-là. C'est malheureux qu'on soit dans de telles situations qu'on ne qualifie pas, qu'on ne souhaite pas à un pays. Et je suis d'accord que l'Afrique d'aujourd'hui est à la croisée de chemin. Il faut sortir, comme l'a dit M. Niali, des micro-États. Oui, c'est pour cela que nous sommes encore dans des incertitudes. On a tout expérimenté. La CEDEAO, les organisations de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, avec aux cheveux en tête, je vais dire, l'Union africaine, et qui piétine. C'est pour cela que nous appelons tous de nos voeux une Union africaine des peuples qui pourra permettre à cette Afrique effectivement de poser réellement le débat de l'Afrique, qu'elle soit l'Afrique blanche ou l'Afrique noire. Parce que à un certain niveau, les gens nous prennent pour les mêmes, même si à bien des égards, il y a un respect beaucoup plus pour l'Afrique blanche. Mais regardez la situation au Maroc avec les éboulements, la catastrophe naturelle. Vous voyez avec respect comment ce pays a pu sortir et a souvent pu dire non à certains occidentaux qui voulaient faire de la récupération. Je crois que ce n'est pas du chauvinisme que les Marocains ont montré, mais c'est de dire que non, nous sommes aujourd'hui suffisamment mûrs. Et c'est cet héritage-là, la quête de cet héritage que nous devons offrir aux générations de demain qui certainement doit être une préoccupation dans une vision acceptable d'un rôle partagé. Et je le répète, il faut que la pensée soit en avant. Et c'est pour ça que les intellectuels qui ont généralement failli pour les espèces sonnantes et trébuchantes, pour les postes et pour les ventres, il faut que ces intellectuels se réveillent plutôt qu'on aille aux Nations Unies pour faire des discours et qu'on revienne en Afrique et en réalité aucun de ces discours, quel que soit le camp, on a le sentiment qu'il n'est pas en phase avec la réalité africaine. Voilà ce que je voudrais dire des additifs que les uns et les autres, M. Koulibaly et M. Niali ont bien voulu faire et apporter comme additif à l'analyse que nous avons tenue ce soir. Bonsoir, allez-y. Il n'y a pas de problème, je vais y aller. Bonsoir chers tous, je tenais vraiment à remercier et féliciter l'honorable Koulibaly pour son brillant exposé qu'il est en train de développer. Effectivement, le panafricanisme que les gens prônent au jour d'aujourd'hui, il faut dire que en réalité, nous devons, la jeunesse ivoirienne et les autorités doivent penser à un changement du paradigme qui fait que en réalité l'infériorité face à l'Occident par rapport à la jeunesse, c'est ça qu'il faut soigner dans le développement, dans le panafricanisme, parce que en réalité, il ne s'agit pas de dire que je suis pro ceci et pro Occident, pro russe ou bien pro chinois. Non, il faudrait que nos autorités arrivent à vraiment changer le paradigme de la jeunesse africaine, que les cultures, que le développement local peut nous vraiment assumer et ne pas vraiment essayer même de dire qu'il faut envisager aller vers l'Occident. Parce que les fonds que nous sollicitons à l'extérieur, ces fonds-là, nous avons tellement de milliardaires en Afrique. Pourquoi ces milliardaires ne peuvent pas essayer d'investir et de vraiment mettre les fonds à la disposition de ces gens, de cette jeunesse qui veulent vraiment changer et développer leur Afrique. Vous voyez un peu les pays qui sont en train de vraiment faire front à l'Occident. Ces pays-là, ils ont leur jeunesse qui sont très actives, leur jeunesse qui en veulent vraiment tout faire pour que ce complexe d'infériorité diminue. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est dans ce sens-là que je voulais vraiment apporter un petit additif à ce que l'honorable Koulibaly vient de développer. Vraiment que l'Afrique se réveille et que nos leaders se réveillent et soutiennent cette jeunesse qui veut vraiment travailler et mettre vraiment leurs compétences au développement de l'Afrique. Voilà l'additif que je voulais faire. Je vous remercie. Merci bien. On va prendre rapidement M. Traoré Suleiman. Allez-y, M. Traoré. Merci Charlène. Moi, c'est Mouloukou Suleiman Traoré. Je voudrais faire une contribution et puis éventuellement poser une question à notre conférencier, notre invité du jour, l'honorable Sie Koulibaly. D'abord, je voudrais aussi le féliciter pour son
son introduction et puis aussi le peu qu'il a pu développer en quelques minutes. Alors, je crois que si je l'ai bien écouté, malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance d'écouter le discours de notre premier ministre, de notre vice-président à l'Assemblée des Nations Unies. J'ai écouté d'autres interventions, mais pas la sienne. Je vais essayer de le faire par la suite. Mais je crois que le conférencier, quelque part, avait cité le Rwanda, un bon exemple, qui a suivi de près. Alors, si je comprends bien, il est question de parler de gouvernance et de gestion optimale des ressources de nos pays. Ce sont des pays riches, non, et riches. Pourquoi nous n'arrivons pas à parler d'une seule voix, alors que nous avons quand même des outils, des organes qui sont là. Nous avons notre Union africaine qui est là. Nous avons la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons la CEDEAO. Nous avons une organisation aussi pour l'Afrique centrale. Nous avons les pays maghrébins. Mais l'Union africaine devrait être capable de coordonner toute cette politique-là. Et pourquoi nous n'arrivons pas à parler d'une seule voix? Lorsque les pays africains viennent ici aux États-Unis, les assemblées des Nations Unies, généralement ceux de la même zone monétaire, comme nous là, avec le CFA, ils passent par Paris pour coordonner leurs points de vue et puis venir ici. Et puis c'est la France qui parle pour nous, généralement. Alors, on aurait pu copier, ce que je déplore, mais on aurait pu copier la même chose au niveau de l'Union africaine avant de venir ici, coordonner un peu nos points de vue et puis venir parler d'une seule voix. Ce que nous avons eu, il suffit pas de venir à cette assemblée des Nations Unies et puis faire de très bons discours et puis ensuite quand on se retire, on fait toute autre chose. C'est bien, nous avons vu par le passé pas mal de nos chefs d'État qui sont passés. On a vu le président Sankara, on a vu le président Touré. Toutes ces sommités sont pu parler, mais qu'est-ce que ça a changé pour la vie de nos concitoyens par la suite? Alors, je crois qu'il faut se ressaisir et puis parler sérieusement des problèmes de gouvernance dans nos pays, notre continent. C'est ça notre problème. C'est ça la différence entre certains pays maghrébins ou certains pays qui ont pu tirer l'épingle du jeu, comme le Botswana, comme le Rwanda et puis quelques-uns des pays maghrébins. Alors, ces problèmes de gouvernance sont très, très, très importants. Pour moi, tout se résume à ça, c'est-à-dire avoir une gestion optimale de nos ressources pour le bien-être de nos populations. Et il peut pas avoir un partage équitable, mais au moins qu'il y ait une justice équitable. Parce que pour moi, la justice, c'est fondamental de la démocratie, il est fondamental de gouvernance. Tant que nous n'avons pas cela, nous ne pourrons pas sortir de... Alors, la question que je voudrais poser aux conférenciers, comment définir la politique? Il y a quelqu'un qui m'a dit que la politique, c'était l'art de connaître le bon moment pour trahir l'autre. Ce qui me fait souvent rire de cette question. On peut dire cela. Alors, je vais demander à l'honorable Sir Coulibaly, qui est un homme politique, de donner sa définition de la partie. Je pense que le frère Traoré a terminé par un jeu d'humour, je crois qui caractérise l'Afrique. Je voudrais le saluer, de détendre l'atmosphère sous les rires de notre animatrice. Mais, cher frère, la politique, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller fouiller un dictionnaire, nous n'avons pas besoin de livres académiques. Pour moi, la politique, c'est la science, mais de gestion d'un État, de gestion d'une nation, de gestion d'un continent, de gestion du monde. Que vous le voulez ou pas, l'homme politique, lorsqu'il est investi du pouvoir du peuple, il gère l'économie, il gère le culturel, il gère le social, il gère même souvent la vie des citoyens. Je dis bien la vie, suivez mon regard, des citoyens en Afrique. Il est pratiquement considéré souvent par des supporters comme un demi-dieu, ce qui ne devrait pas. Cela voudrait dire qu'il faut reconnaître que si la politique est la science des mers, elle devait avoir pour seul objectif le développement, le bien-être des populations. Sommes-nous à ce niveau? Non. Nous sommes malheureusement en Afrique à 60%, 70% à une politique qui se résume en interne d'abord, je vais dire entre nous Africains, à une course effrénée pour l'argent. On peut donc, pour enchérir le frère, on peut donc piétiner la dignité humaine parce que en face, il nous faut la politique des fois avec le ventre, la voiture, les belles villas, etc. De sorte que quand vous n'êtes pas dans cette ligne, vous êtes même considéré comme un fou qui s'oppose pendant que les autres mangent. Et tant que nous ne sortons pas de cette dialectique où l'homme politique fait de la politique un métier, cela va être totalement difficile afin que l'Afrique s'en sorte. Et donc, pour résumer, la politique, c'est la saine appréciation des réalités de développement d'une nation, d'un pays. Donc, l'homme politique doit être au service des populations
population pour leur bien-être. Moi, je pense que c'est ça. Et parlant donc du bien-être, vous constatez que, comme l'a dit M. Traoré, je suis pleinement d'accord avec lui, que le gros problème aujourd'hui de tout ce que nous disons et de tous les discours que nous écoutons, c'est le problème de la gouvernance. Les panafricanismes, dans leur envolée souvent spectaculaire, ça m'engage, je le dis, souvent même à la recherche de buzz, avec aujourd'hui le phénomène des réseaux sociaux, développent des théories dont eux-mêmes, quand ils sont dirigeants, ne sont pas des exemples. Parce que quand on est dans des transitions militaires et qu'on fixe indéfiniment des dates et qu'on vient au sommet des Nations Unies se faire applaudir par le même peuple africain, alors qu'on ne sait même pas quand est-ce que vous allez passer le pouvoir à une démocratie civile, nous nous posons réellement des questions sur les intentions des uns et des autres. Et ce n'est que le matériel qui les intéresse, souvent comme on pense le citoyen lambda, au détriment de la gouvernance. C'est pour cela que il m'a dit qu'il n'a pas écouté le discours du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Mais je pense que, je l'ai dit, c'est un discours comme les autres, mais c'est un discours que je qualifie de beaucoup plus économique, social, d'abord en prise directe sur les réalités de la Côte d'Ivoire. Je vois même des commentateurs qui disaient pourquoi il n'est pas allé chercher les problèmes de l'Afrique pour les exposer. Mais c'est de bonnes guerres. Pendant que les problèmes de l'Afrique sont posés par le Togo, sont posés par la Guinée, certainement il fallait une autre voie plus pondérée pour dire que non, attention, la crise en Ukraine est un facteur. Attention, en 2030, nous devons réviser les objectifs du millénaire. Nous ne pourrons pas les atteindre. Attention, le djihadisme, l'insécurité sont à nos portes. Comment nous devons les régler? C'est pour cela que je dis, au-delà des panafricanistes qui sont en train de titiller l'Occident, il nous faut des consciences claires afin que nous puissions redorer le blason. Figurez-vous, c'est l'actualité en Côte d'Ivoire quand on parle de la malgouvernance. Comment devant le Parlement ivoirien, devant le Sénat, un ministre de la République, ministre des Sports vient dire qu'on doit faire une pelouse à 20 milliards et puis après, on vient nous dire que non, la pelouse, elle seule, elle a coûté 1,5 milliard, le reste, on ne sait pas c'était quoi. Et ce ministre encore à son poste. Nous pensons que l'Afrique a de véritables problèmes et il faut réellement les résoudre. À mon avis, ce monsieur ne devait plus être ministre en Côte d'Ivoire parce que quand même pas grave. Mais quand c'est eux les modèles, quel type de valeurs nous voulons enseigner à notre jeunesse? Donc pourquoi sommes-nous étonnés qu'on ait des médias de buzz et qu'aujourd'hui le débat constructif soit relevé au second plan au détriment de la nudité et des influenceuses qu'on voit? L'Afrique doit se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, comme l'a dit Niali, le combat sera long, très long, et nous n'osons croire que nous allons laisser un héritage de combattants objectifs à nos enfants, afin que peut-être après nous, ils puissent effectivement parler d'égal à égal avec la France, avec l'Occident, avec la Chine, avec les États-Unis, pour construire un monde meilleur où les Africains, qui en 2050 seront peut-être 2,5 milliards d'habitants, n'aillent pas se déverser dans la Méditerranée pour rechercher l'Eldorado, qui n'est d'ailleurs pas en France, n'est d'ailleurs pas aux États-Unis, qui n'est d'ailleurs pas au Canada ni en Chine, mais qui se retrouve chez eux. Voilà un peu ma conception et ma vision de l'état actuel de l'Afrique. Je crois que, bon, j'approuve pleinement sa réaction à ce que j'ai dit. Je voudrais juste terminer pour dire que feu mon père, un peu avant les indépendances, un cousin qui me l'a rapporté, moi j'étais tout petit, il disait qu'il y a 3 mots qui minaient la politique africaine. C'est bien, hein? C'est un enseignant. L'inconstance, la perfidie et puis la haine. Et moi, 60 ans après, j'ai ajouté la cupidité. Merci. Merci. Donc, rapidement, monsieur, l'honorable Thier, apparemment, après avoir écouté tout le monde, je me rends compte que le problème qu'on a en Afrique serait un problème de personnes, puisqu'ils disent tous les mêmes choses, mais par contre, ils ne sont pas unis. Donc, du coup, je suis rentré dans le inbox de Dr Koné tout à l'heure, qui fait l'étude sur le développement personnel. J'ai dit, mais Dr Koné, tu es où? C'est là où tu dois venir parler de ton affaire là. Dr Koné, est-ce que vous voulez appuyer un peu ce qui se passe? Parce qu'il y a trop de choses qui se passent, on ne comprend rien. Écoutez, c'est très trop prétentieux de ma part de venir dire que j'ai un remède les problèmes auxquels nous sommes confrontés en Afrique. C'est quand même un peu trop dit. Mais ce que je suis en tête, je peux dire que c'est plutôt une contribution. Voilà, c'est plutôt une contribution. Et moi, la condition, c'est que il faut véritablement comprendre l'être humain en général, comprendre les problèmes auxquels nous sommes. Vous savez, vous êtes en train de dire tout de suite que, voilà, très souvent quand les gens sont pas au
pouvoir, ils peuvent critiquer et puis même faire des positions de valeur. Mais quand ils arrivent au pouvoir, c'est comme s'ils avaient pris une drogue. Et puis, en attendant, on n'est plus à reconnaître. Effectivement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que il y a un impact sur, comment on appelle ça, le cerveau quand subitement quelqu'un change de position sociale de façon rapide, ça a un impact sur soi. Et très souvent, quand on n'est pas conscient de ça, que ce n'est pas, il n'y a pas quelqu'un à côté de nous pour nous équilibrer, ça peut nous amener à prendre des gens ou bien à même voir peut-être les limites dans l'autre. Peut souvent être une projection de notre propre monde. Bon, peut-être que je parle en termes techniques. Mais le point ici, c'est quoi? Il y a un scolaire de développement qui est, pour moi, le Einstein de la conscience humaine dans ce 21e siècle, qui a fait un travail phénoménal sur la conscience humaine. Moi, ma compréhension de ce qui se passe en Afrique, il a classé la conscience humaine en 5. Il y a l'égocentrisme, l'ethnocentrisme, le mondocentrisme et le cosmocentrisme. Et moi, quand j'ai fait mes études sur la diaspora ivoirienne plus particulièrement, et souvent et puis un peu de recherche que j'ai fait au niveau des gens au niveau de la Côte d'Ivoire également, je me suis rendu compte que près de 80% de notre population est bloquée au niveau ethnocentrique et égocentrique. Ce qui explique naturellement les difficultés auxquelles nous sommes pris. Parce que quand on est dans la conscience ethnocentrique et égocentrique, et très souvent notre attitude naturellement va s'étaler dans tout ce que nous faisons. Vous demandez quoi, il est très difficile pour les gens. Même dans les mêmes partis politiques, dans les mêmes partis, ce n'est pas seulement à l'extérieur des partis, à l'intérieur même des partis politiques, il y a beaucoup de problèmes. Il y a un problème d'idées, ok? Et puis, souvent, les problèmes de leadership là sont apparents à l'intérieur aussi des partis, ok? Et très souvent, ça se manifeste par la violence. Donc ça, ce sont les caractéristiques d'une conscience ethnocentrique et égocentrique. Et pour sortir de là, naturellement, il va falloir un travail. Ce que moi je comprends, peut-être que ça met tout le monde dans le même moule et puis bon, mais en réalité, voilà ce que je vois en termes de théorie et de pratique dans le domaine. Voilà. Donc, je sais pas si c'est pas mon émission, bien sûr, mais c'est ma contribution. Je pense que souvent dans mes émissions, j'essaie d'aller un peu plus en fonder avec ces choses-là. Il faut qu'on comprenne un peu les mains dans tout ce qui se passe. Voilà. Et ça peut aider en fait à régler ces genres de problèmes avec. D'accord. Merci bien, Dr. Koné. Récemment, on a vu ce qui s'est passé au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Bon, il y a eu des coups d'État militaires. Bon, certains présidents de la CEDEAO veulent envoyer des bataillons, sinon des contingents au Niger pour combattre et replacer le président Bazoum. Maintenant, je veux savoir, il y a des coups d'État aussi qui ne sont pas des coups d'État que des militaires font. Il y a des coups d'État constitutionnels, des gens qui changent le jeu. Je crois qu'il y a un cadre du Mali qui en a parlé là lors du sommet à l'ONU là. Il en a parlé. Donc je voulais savoir comment ils trouvent ça. Les coups d'État constitutionnels, gens qui font des coups d'État avec la constitution qui change le jeu, ils tripatouillent la constitution et puis ils s'imposent. Bon, ceux-là, on va pas contre eux, hein. Mais ceux qui prennent les armes, ceux qui prennent les armes, qui veulent changer peut-être certaines choses, on va contre eux. Merci Évariste. J'ai bien écouté l'intervention de Dr. Koné qui dit que je retiens 80% de notre population est bloquée par la conscience ethnocentrique. Évidemment, peut-être que c'est ce que M. Traoré a qualifié d'inconstance, de perfidie et de haine et de cupidité. Parce qu'en réalité, on ne peut pas détacher ces éléments. Et ça, peut-être que c'est propre à l'Afrique. C'est là que nous disons que est-ce que réellement les valeurs démocratiques puisées dans l'Occident qu'on veut nous appliquer à tout prix sont réellement les valeurs qu'il nous fallait. C'est pour ça que j'en appelle à nos professeurs d'université, moi je ne parle pas des panafricanismes, à nos intellectuels, il faut qu'on mène le débat parce que la quête de développement doit être buteur de notre culture. Et je crois que si on réussit à régler cela, on pourrait comprendre évidemment les questions liées au coup d'État, les questions liées au troupapouillage des tests. Dans les deux cas, pour répondre à M. Évariste, dans les deux cas, tous sont condamnables. On ne peut pas humainement aujourd'hui applaudir un coup d'État.
c'est même pas élégant politiquement, c'est même pas la bonne voie. La preuve, quand on a fini d'applaudir les coups d'État, on se rend compte qu'ils s'éternisent au bois. Un coup d'État doit être condamné. Et je crois que avec peut-être la fermeté, mais l'élégance, mais en même temps, il faut, comme l'a dit quelqu'un, être prompt à la recherche des causes afin d'éviter les avalanches de coups d'État, comme aujourd'hui cela se passe dans les pays francophones. Et c'est aussi une question existentielle. Pourquoi c'est dans les pays francophones qu'on parle de coups d'État et de tout papillage des tests? Moi, je pense que c'est une véritable question. C'est vrai, on a vu le printemps au niveau de l'Afrique blanche, mais aujourd'hui, est-ce le printemps au niveau du sud du Sahara? C'est des questions que nous posons, mais dans les deux cas, nous disons que aucune constitution sérieuse dans le monde n'admet l'un de ces cas. Qu'on s'éternise au pouvoir par la force du droit, par la force des armes, par la force militaire ou par la force de l'argent. Pour moi, c'est la même chose que prendre le pays en otage par des putschistes ou par un coup d'État. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Ce n'est pas la voie que l'Afrique doit choisir. C'est vrai, comme l'a dit le président Gbagbo, nous sommes, et je ris ce jour-là tellement que c'était vrai, nous sommes des Africains. Chacun a sa culture, chacun a ses coutumes, chacun a ses mœurs. Et certainement, même si on n'aime pas la démocratie, on regarde nos peuplements. Il était difficile que les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire, qu'on propose certainement un mode opératoire qui permet d'élire un président de la République sans que l'homme de l'Ouest, du Sud, etc., du Nord se plaigne pour dire que mes valeurs ne sont pas prises. Et c'est pour cela que peut-être pour l'instant, on continue de chérir la démocratie quand elle est vraiment appliquée. Et je suis donc d'accord avec des intellectuels comme lui qui disent que on ne peut pas se donner des tests et ne pas être capable de respecter ses propres tests. Mais ces mêmes tests, autant du point de vue des constitutions, ne permet pas qu'on s'éternise au pouvoir, qu'on fasse des troisièmes mandats, mais ces mêmes tests aussi n'autorisent pas des coups d'État par les armes. Pour cela qu'il est intéressant et il serait intéressant que la CEDEAO des peuples soit unie et indivisible afin que nous puissions définitivement, parlons de l'Afrique de l'Ouest, régler toutes ces questions. Donc c'est ce que moi je peux dire à M. Varis, mais je note que dans le cas du Niger, il faut préconiser le dialogue. Et je reste même convaincu que la guerre est derrière nous, étant donné que effectivement l'ensemble des pays qui entourent aujourd'hui le Niger, prenez l'Algérie, prenez le Nigeria, prenez le Togo et même le premier médiateur, le Tchad, tout cela sont unanimes qu'il faut une solution négociée. Et quand j'écoute le discours aussi du vice-président de la République de Côte d'Ivoire sur la question, la voix de la Côte d'Ivoire a été continue pour l'instant d'être celle d'une solution négociée. Donc pour résumer, sur cette question, il nous faut en tout cas être unis, il nous faut une seule voix, le règlement, et cela est de l'intérêt et je crois que la CEDEAO sortira grandie et si elle retrouve son unité, je vais parler comme l'artiste ivoirienne, elle va faire mal à l'unique détracteur que nous connaissons tous. Suivez mon regard. Ok, amis auditeurs, j'espère que vous êtes satisfaits d'une manière ou d'une autre. Donc, vraiment, avec votre permission, permettez qu'on prenne le mot de fin de l'honorable Sié Coulibaly. Allez-y, honorable, avec votre mot de fin. Je voudrais donc remercier tous les participants à ce débat. Et je crois que ce type de débat pourrait nous permettre d'aller plus loin dans la construction ou reconstruction de cette Afrique que nous chérissons, que nous aimons tous. Force est de reconnaître que l'Afrique est à la croisée des chemins. Et nous ne sommes pas forcément des souverainistes, comme on veut le dire, et je ne crois même pas que les panafricanistes soient des souverainismes. Nous sommes un peu en prise directe sur nos réalités, qui dit que nous sommes fatigués. Nous sommes un peu qui, dans ce réveil, est avec sa jeune génération en train de s'effrayer un chemin. Nous sommes un peu longtemps bafoués, spoliés, frustrés, qui aujourd'hui pensent que nous ne pouvons pas nous accrocher à l'héritage des années 40-60 avant les indépendances. Il nous faut un nouveau ordre politique, économique, voire mondial, afin que l'Afrique puisse s'exprimer. Mais dans ce nouveau ordre, il faut que l'Afrique constitue une seule voix. Et je reste convaincu que l'Afrique a les organisations qu'il faut. Nous avons la Cour africaine des droits de l'homme, qui est une belle initiative. Nous avons l'Union africaine, qui est une belle initiative. Nous avons même la CEDEAO, qui est une belle initiative. Il nous faut donc des hommes de valeur pour conduire ce dynamisme du renouveau, de l'évolution du monde et de l'Afrique. Nous voulons être des partenaires et non des sujets. Et je crois que c'est ce que réclament tous. Nous voulons que le monde s'éveille ou éveille
éveille sa conscience sur les problèmes de sécurité du monde et comme le dit une autorité ivoirienne, il faut qu'il y ait moins de guerres, moins de crises et que l'argent soit investi dans l'économie plutôt que dans les crises mondiales. Cela pourra permettre effectivement d'avoir un monde paisible. Ça, c'est notre rêve. Je vous remercie. Ok, donc merci bien à vous, honorable Sie Coulibaly. Merci pour votre analyse. Je suis là, dormez très bien ce soir et bonsoir chez vous. Merci.